On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast dans la grande bibliothèque de l'Écuge, dans le 10e, pas loin de la gare du Nord, entre la gare du Nord et les Grands Boulevards. Et on se retrouve avec une auteure connue et en même temps peu connue, pas assez connue selon moi, qui s'appelle Yaël Hassan. Bonjour Yaël. Bonjour Gérard. Yaël, vous êtes une auteure, on l'a dit, de livres, particulièrement pour enfants. Vous avez publié un grand nombre d'ouvrages et vous venez d'en publier un qui s'appelle Un si long voyage. Un si long voyage, qui est un très beau livre sur... on est aujourd'hui... Dans la thématique de la Shoah. Dans la thématique du jour, puisque aujourd'hui c'est le Yom HaShoah, c'est-à-dire le jour de la Shoah en Israël et un peu partout dans le monde. Donc vous êtes né à Paris à la base, vous êtes né au début des années 50. Vous avez grandi, d'après mes informations, en Belgique, et puis après vous êtes parti en Israël. De Belgique en France, et en 1970 j'ai fait mon alia. Et vous êtes revenu... 1984. Voilà, au début des années 80. Il se trouve que vous avez eu, 10 ans plus tard, si mes informations sont bonnes, un grave accident. Qui m'a immobilisé pendant une longue période. Oui. Voilà, et qui vous a empêché de poursuivre votre carrière dans le tourisme, puisque vous travailliez dans le tourisme à l'époque. Mais d'un mal, vous en avez fait un bien. C'est ce qu'on appelle la résilience. Voilà, et ce bien, c'est pour nous, puisque vous avez commencé à faire votre premier roman à ce moment-là, qui s'appelait Un grand-père tombé du ciel, qui a été publié en 1997 ou 97 chez Casterman. Exactement, et qui a eu d'emblée un grand succès. Et tous vos livres par la suite ont eu aussi du succès. On ne va pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Je pense à L'Ombre, je pense à De Sacha à Macha, il y en a bien d'autres. Et donc, comme vous l'avez dit, Un si long voyage qui vient de paraître il y a quelques jours. Et vos pairs et le monde de l'édition vous a reconnu, puisque vous avez obtenu un grand nombre de prix. De prix de livres de jeunesse, mais pas seulement. Donc c'était intéressant de vous rencontrer, parce que déjà vous avez une forme d'écriture et une forme Alors souvent vous le faites en duo, c'est le cas encore du livre que vous venez de faire paraître. Avec Rachel Oswater. Voilà. Et donc, en fait, vous avez une forme d'écriture, une forme d'invention d'histoire qui est effectivement tournée vers le public et vers un public jeune. Et rien que pour ça, c'est intéressant dans le cadre d'un podcast qui s'intéresse au bonheur et au partage et à la vie en commun et en société. Comment vous, avant d'aborder le questionnaire proprement dit du bonheur c'est les autres, comment vous en êtes venu à... au-delà de l'accident qui effectivement vous a immobilisé, vous aviez déjà en vous cette passion de l'écriture et de la littérature ? Alors oui, j'écris depuis toujours. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été dans l'écriture. Alors d'abord dans la lecture aussi, parce que mon papa était un très grand lecteur, et puis dans l'amour des mots, de la langue française. Pour moi, c'était, dès que j'ai su tenir un crayon entre les mains et qu'on m'a donné un cahier pour écrire, je me suis dit que ça ferait partie de ma vie, que ça compterait énormément dans ma vie. Et c'est vrai que sans aucune ambition particulière à l'époque, parce que je pensais qu'on pouvait écrire... Parce que quand j'avais 8 ans, quand j'ai vraiment commencé à écrire, je me disais que pour être écrivain, il faut s'appeler Victor Hugo. Et comme ce n'était pas moi, donc je n'avais aucune chance de devenir écrivain, mais j'écrivais pour mon propre plaisir, et aussi parce que j'avais des histoires à raconter, les histoires que j'entendais à la maison. Pas qu'on me racontait forcément, mais que j'entendais chez moi, comme tous les enfants des rescapés de la Shoah et des enfants cachés. Et quand j'ai eu cet accident, en 1994, et que j'ai été immobilisée pendant une longue période, je me suis dit que, comme j'étais une femme très active, puisque j'étais directrice d'une agence de voyage, je me suis dit qu'il faudrait absolument que je fasse quelque chose de ce temps qui m'était, entre guillemets, offert. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'écrire un roman. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur un concours. C'était une affiche dans une bibliothèque, un concours de littérature pour la jeunesse. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas écrire pour les enfants ? Je me disais que si un jour j'écrivais, j'avais même pas pensé à écrire pour les enfants. Mais je me suis dit, mais c'est un challenge extraordinaire d'écrire un roman pour des enfants. Et voilà, j'ai écrit Un grand-père tombé du ciel et j'ai remporté le concours qui était organisé par le ministère de la Jeunesse à l'époque. Et j'ai été propulsée tout de suite grâce à ce roman sur la Shoah, qui était le premier roman écrit pour des enfants entre 9 et 12 ans sur la Shoah. Et donc c'est un thème assez régulier, voire très régulier de vos œuvres. Beaucoup tournent autour de la Shoah. Vous-même, donc vous vous appelez Hassan, mais par alliance, par votre mariage, mais votre jeunesse, vous êtes plutôt côté ashkénaze, en fait. Parents polonais tous les deux, oui. Voilà. Et donc vous êtes une enfant, alors vous êtes née après la guerre, mais votre famille, vos parents ont survécu Alors, mes parents ont survécu. Alors, ma mère était cachée en Normandie
avec son frère et sa maman. Et mon papa, avec toute sa famille, est parti de Belgique, parce que c'était une famille qui habitait en Belgique, une grande famille. La famille Popovski est une famille connue à Bruxelles. Et ils ont réussi à gagner la Suisse suite à une épopée incroyable. Et sont restés dans des camps en Suisse. Et ce n'étaient pas des camps de vacances, vraiment. Les camps en Suisse, on en parle peu, mais ce n'étaient pas des lieux de villégiature. Et ils ont beaucoup souffert également. Vous voyez, vous parlez dans vos livres d'un grand-père. Vous avez commencé avec un grand-père. Vous parlez d'un si long voyage. Vous qui avez été dans le tourisme, dans le voyage, en fait, par l'agence de tourisme, vous vouliez déjà aider les gens à faire des voyages, mais des beaux voyages, et pas des voyages forcés, des voyages contraints. Et puis vous rendez hommage aux parents, aux grands-parents, etc. dans vos livres. Oui. Et voilà, merci pour eux, merci pour tout ce que vous faites, pour les enfants aussi. Et pour rendre hommage à tous ces gens qui ont disparu dans l'enfer concentrationnaire et exterminateur. Qui ont disparu, et pour ceux qui ont survécu. Parce que j'ai réalisé assez tard en tant qu'adulte, et je dois dire que les événements du 7 octobre m'ont ramené à ça, ce que vit un enfant qui voit cette horreur-là, qui est témoin. Parce que moi, quand mes enfants, moi-même quand j'avais 10 ans, quand mes filles ont eu 9-10 ans, je me disais, mais comment un enfant si petit réagit à une telle tourmente? Et c'est aussi le sujet du livre Un si long voyage, d'ailleurs. C'est drôle parce qu'il y a eu un livre qui, pour le coup, n'était pas un livre pour enfants, qui était un livre pour adultes, d'un psychanalyste qui s'appelait Un si grand voyage, parce qu'en fait, il faisait parler son père, qui effectivement était d'origine polonaise, et avait un accent à couper au couteau. Alors, on va attaquer le questionnaire du bonheur, c'est les autres. Et j'ai envie de vous demander, c'est quoi votre définition du bonheur ? Vous le définiriez comment, le bonheur ? Alors, définir le bonheur, c'est... j'assimile toujours le bonheur à la liberté. Voilà. Bonheur égale liberté. Et cette chance qu'on a de vivre dans des pays où on a encore toute la liberté de penser, d'écrire, de faire ce qu'on a envie. Je trouve que c'est... parce que mes parents me disaient toujours, quand je grandissais, ils me disaient, mais étudie, va à l'école, parce que nous, on n'a pas eu ça, on n'a pas eu... Et eux, leur problème à eux, c'était d'avoir pas eu le choix d'avoir l'avenir qu'ils avaient envie quand ils étaient enfants. Donc moi, très vite, j'ai compris cette notion de liberté, que le bonheur était assimilé à la liberté, en fait. Mais j'ai entendu que vous avez dit « encore ». Ça veut dire que vous avez un doute sur le fait que... Mais je trouve que nos libertés se restreignent, se réduisent comme une peau de chagrin. On est dans une sale période, en fait. Une période que je ne pensais pas qu'on connaîtrait, en tout cas les gens de ma génération. Je trouve que... Voilà, mais auparavant, ça fait 30 ans, donc j'écris, que je vais dans les écoles. Et au départ, quand je rencontrais des enfants de toutes origines, parce que j'écris beaucoup sur d'autres sujets que la Shoah, je faisais pas attention à tout ce que je disais. Et maintenant, je m'aperçois que dans les classes, je dis, je ne peux plus dire ça. Je ne peux plus... Voilà, j'ai l'impression que ma liberté est en train de se réduire comme une peau de chagrin, et c'est terrible, en fait. Et c'est un parallèle que vous faites avec l'enseignement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui disent eux-mêmes qu'ils s'obligent... Enfin, ils sont dans l'autocensure pour ne pas choquer ou pour ménager les susceptibilités, etc. Mais pire que cela, il y a beaucoup d'enseignants qui nous font venir, je dis nous parce que Rachel et moi souvent, qui nous font venir parce qu'eux ne peuvent plus dire les choses. Et se dire, nous, en tant qu'intervenante extérieure, on va faire notre laïus, on va dire ce qu'on a envie de leur dire, et puis on part. Donc on est moins en danger que eux qui sont au quotidien confrontés à ces enfants, en fait. Vous êtes un vecteur, en fait. Oui. Et quelque part, vous contribuez à la liberté. Voilà. J'essaie. Alors, je vais vous demander ensuite, si je vous replonge dans votre enfance, je sais pas, vous avez des frères, des sœurs ? J'ai un petit frère. Ouais. D'accord. Et quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface là, alors que je vous interroge ? Les vacances au camping. Les vacances au camping. Voilà, on partait au départ avec une tente. Mon père, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens aussi, donc les vacances sous la tente, c'était un moyen économique de passer des bonnes vacances et de voyager un peu partout. Donc on a beaucoup voyagé en Italie, en Espagne. Et on partait d'abord avec la tente et puis avec la caravane. Et il nous est arrivé des aventures absolument extraordinaires avec cette caravane et dans les différents campings. Et j'ai d'excellents souvenirs de cette période-là. C'est de là qu'est venue votre passion pour le tourisme. Alors du coup, vous avez... Je sais pas, peut-être. Vous avez voulu offrir aux autres des voyages et offrir, oui. Vendre. Mais moi, je vendais des voyages de luxe quand même, pas des voyages sous la tente. D'accord.
Alors maintenant, ça va être compliqué parce que vous l'avez dit, vous lisez beaucoup. J'imagine que vous êtes souvent aussi allé au cinéma, vous avez vu des pièces de théâtre, etc. Si je vous demande le livre, alors ça peut être 2, 3, le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou encore l'auteur qui vous a le plus, comment dirais-je, qui vous a laissé une trace indélébile, vous me diriez qui et pourquoi? Alors, je dirais sans hésiter Émile Ajar, Romain Gary, sous les 2 noms. Parce que j'ai autant aimé les livres de Romain Gary que ceux d'Émile Ajar. Le livre culte pour moi, c'est La vie devant soi, écrit sous la plume d'Émile Ajar. Et je dirais le film aussi, c'est La vie devant soi, avec Simone Signoret. La première version. Oui, la première version avec Simone Signoret qui incarnait une Madame Rosa absolument exceptionnelle. Et ce livre, j'ai dû le découvrir, j'avais 18 ou 19 ans, j'étais très jeune, j'étais en Israël quand un cousin qui venait en vacances me l'avait offert. Et je me suis dit, waouh, si un jour je suis écrivain, j'aimerais avoir le talent de cet Émile Ajar. Et puis j'ai été passionnée par sa vie ensuite. Il me suit depuis toujours en fait. C'est dingue comme ce livre a une influence sur toute une génération. Ah oui. Ouais, plusieurs personnes me le citent et effectivement, moi-même, je suis très sensible. J'aime beaucoup Romain Gary et j'aime aussi Émile Ajar. Et c'est vrai que c'est un livre qui ne peut pas laisser... c'est incroyable le talent de cet homme-là. Moi, je le cite dans toutes les classes. Je le cite dans mes livres. D'ailleurs, j'ai mon plus gros succès, Momo, Petit Prince des Bleuets, qui reprend le prénom de Momo, où je fais un parallèle avec La vie devant soi et Madame Rosa. Et j'ai la fierté, à ma petite échelle, de faire découvrir ce livre à des centaines d'enfants qui ne le connaissent pas en fait. Ouais. Et j'ai découvert récemment dans le quartier où j'habite, qui est pas très loin de Belleville, il y a une rue où il y a une plaque, alors que c'est un personnage imaginaire, mais qui a été inspiré probablement par une personne qui a réellement existé. Il y a une plaque à un moment donné dans une des petites rues qui descend vers le boulevard de Belleville. Il y a une plaque qui a été posée, je ne sais pas si c'est par la mairie de Paris ou si c'est par une association, etc. En gros, ici a vécu Madame Rosa, etc. Ah, sympa. J'ai trouvé ça très émouvant. Oui. Voilà. D'accord. Et mais je pense que c'est quand même un personnage imaginaire, même si il doit y avoir quelque chose, mais c'est un personnage. Et Simone Signoret l'incarnait. Parce que avant d'avoir vu le film, j'essayais de m'imaginer cette Madame Rosa. Et quand j'ai vu Simone Signoret, j'ai dit, mais bien évidemment, c'est elle, en fait. Dans la vie, de quoi ne voudriez-vous jamais vous priver ? Sous-entendu, pour être heureuse, qu'est-ce qui vous manquerait de façon impossible ? Enfin, impossible. La vie serait impossible sans ça. Sans les livres. Sans les livres. Sans les livres, ouais. Vraiment, mais depuis toujours. Je suis une boulimique de lecture et c'est presque une discipline chez moi. Il faut que je lise 3 romans par semaine. Ah, 3 romans Donc par j'ai semaine. 3 supports différents. Ouais. J'ai un livre audio tout le temps en permanence et c'est pour ça que mon téléphone est vide d'ailleurs. 3 livres. J'ai donc un livre audio, un livre sur ma tablette et un livre sur papier. D'accord. Et je vais de l'un à l'autre en fonction des circonstances. Alors, le livre audio, c'est pas tout le monde n'apprécie pas, donc ça, vous l'appréciez. J'adore. Et un livre sur tablette, vous arrivez ? Oui, parce que c'est extrêmement pratique, parce que moi, je voyage énormément dans le monde entier. Et avant, je trimballais les livres dans ma valise. Maintenant, je les ai sur ma tablette. Ouais. Mais cela dit, quand j'aime un livre que je lis sur la tablette, je l'achète papier pour l'avoir dans ma bibliothèque. Alors, je vais vous demander quel est votre rapport, non pas à la religion, parce que ça c'est quelque chose d'intime, mais à la spiritualité. Et au-delà, est-ce que vous avez des rapports, entre guillemets, il ne s'agit pas de faire tourner des tables, mais est-ce que vous avez des rapports avec vos disparus, que ce soit dans les rêves, est-ce que vous entretenez un dialogue avec des gens qui vous ont quitté, ou bien simplement, par exemple, je ne sais pas, un grand-père ou une grand-mère dont vous aimeriez avoir l'avis sur par exemple, ce que vous publiez, etc. Est-ce que vous avez un rapport comme ça à la mort et voilà. Et quel est votre rapport à la spiritualité en général ? Alors, spiritualité, j'ai pas la foi ni la pratique religieuse, mais quand j'écris, et si j'écris, c'est pour eux, en fait. C'est pour eux, c'est eux qui me tiennent la plume, c'est eux qui me soufflent à l'oreille, et c'est pour prononcer leur nom,
pour les rendre vivants, pour les présenter à toutes les générations d'enfants que je rencontre. Donc mon lien avec nos chers disparus, c'est celui-là, c'est celui de la plume, de l'écriture. Et je suis parfois, et ces personnages, j'ai la chance d'avoir des livres qui vivent depuis 30 ans, par exemple Un grand-père tombé du ciel, et l'histoire inspirée de mon histoire familiale. Et c'est ce grand-père qui est sorti il y a 30 ans, enfin 28 ans maintenant, il me suit tout le temps, puisque c'est un livre qui est toujours lu, qui est étudié dans les classes. Et donc, voilà, mon lien avec l'écriture et avec ces gens-là, notre lien entre eux et moi, c'est l'écriture. Il y a aussi un domaine que vous avez exploré dans au moins un de vos ouvrages, et aussi dans des BD, mais enfin, je ne sais pas s'il y avait une BD par rapport à ça, mais c'est la musique. Je pense que la musique aussi c'est un sujet très intéressant pour vous. Enfin, tout à fait. En fait, la musique, je ne suis pas une grande amatrice de musique. J'écoute pas, je vais pas à des concerts, etc. J'ai beaucoup aimé la grande chanson française à l'époque de Brel, Barbara, voilà, de Brassens, bien évidemment. Les trois B. Voilà, et qui me sont toujours restent mes chanteurs, enfin auteurs, compositeurs cultes. Mais je n'ai pas, mon lien avec la musique est né un jour de Yom HaShoah, très étrangement, où j'ai entendu le témoignage, je vivais en Israël, c'était en 1970, c'était mon premier Yom HaShoah en Israël, et j'ai entendu à la télé le témoignage d'un homme dont j'ai fait le personnage principal quelques 20 ans plus tard, de mon roman Le professeur de musique. Parce que c'était l'histoire de ce petit garçon, c'est l'histoire qui est assez connue finalement, j'ai découvert par la suite, qui avait été déporté avec son violon à Auschwitz et qui avait été intégré à l'orchestre et qui, en jouant du violon, avait vu sa maman entrer dans la chambre à gaz. Et du coup, je me suis prise de passion pour le violon, uniquement le violon, et pour ce personnage dont j'ai fait le héros d'un de mes livres. En vous écoutant, on m'avait une question bête que j'aurais pu vous poser avant, mais est-ce qu'on peut être heureux quand on a été comme vous, marqué par la Shoah à ce point-là ? Je ne sais pas si ça m'a rendue malheureuse. Je pense que c'est tout le contraire, en fait. Parce que déjà, on est là, on est les survivants, on a vaincu cette histoire tragique. On a notre génération à nous, celle née après la guerre, on a réussi plutôt dans la vie. Que ce soit intellectuellement, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement. Et moi, je trouve que c'est une richesse extraordinaire que je porte, que je partage, que je transmets, que je vis au quotidien. Donc ça ne me rend pas malheureuse, au contraire. Alors Yaël, vous êtes une femme d'histoire avec un petit H, mais aussi avec un grand H. Et comme disait Georges Perec, la grande H. Oui. Mais vous êtes aussi une femme de mots, M-O-T-S. Et si je vous demande c'est quoi le mot de la langue française que vous préférez, ou celui auquel vous pensez là, instantanément Livre. Livre ? Ouais, livre. C'est toujours ça revient systématiquement, c'est-à-dire que c'est il n'y a pas un jour où je n'ai pas un livre en main. Donc, à un certain moment, dans une classe, j'ai fait une boutade. J'ai dit, je crois que je prononce plus souvent le nom livre que le prénom de mes enfants, ce qui pour une mère juive est grave quand même. Donc, oui, livre, c'est vraiment ma vie, ce sont et l'écriture, bien évidemment. Et vous avez remarqué que le livre, à une lettre près, c'est libre. Tout à fait. Et vous avez dit que la liberté, c'était votre bonheur, que le bonheur passait par la liberté. Et contrairement aux nazis qui prétendaient que le travail rendait libre, les livres rendent libres. Tout à fait. Et on s'aperçoit que les pires régimes autocratiques, les pires dictatures, les pires tyrans commencent toujours par s'attaquer aux livres. Bien sûr. Et ça me désole d'ailleurs que ce livre, l'objet livre, parce que j'aimais pas seulement, quand j'étais petite, mon père avait une belle bibliothèque, et j'aimais voir les livres, je ne pouvais pas les lire encore, mais l'objet livre, l'odeur des livres, entrer dans une librairie, mais c'est mon plus grand bonheur. Je ne vais pas dans une ville sans en chercher. Je cherche deux choses quand j'arrive dans une ville, c'est le libraire et le chocolatier. Pareil. Pareil, et je pense qu'on est de cette génération et de cette culture, de cette éducation qui est passée par les livres. Et moi, je constate aujourd'hui qu'on n'est pas du tout majoritaire et que dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers, il n'y a même pas un livre ou il y a très peu de livres. Et il y a des enquêtes récentes qui sont parues, comme quoi le nombre de lecteurs se réduit. Et voilà. Et bon, au passage, rendons hommage aux femmes, parce que 80%, 90% des lecteurs sont des lectrices.
Et sans les femmes, la littérature française n'existerait quasiment plus. Mais moi, la question que je pose actuellement, effectivement, la majorité des lecteurs sont des lectrices. Mais qu'en sera-t-il des générations de nos petits-enfants? Parce que moi, je vois, donc j'ai 5 petits-enfants, un petit-fils et 4 petites-filles, et aucun ne lisent vraiment. Même les livres de la grand-mère. À peine les livres de la grand-mère. Bon, souvent, ils sont obligés de les étudier en classe, donc ils n'ont pas le choix. Mais l'objet livre est en train de disparaître de leur paysage, en fait. C'est ça qui est grave. J'ai envie de vous demander maintenant, est-ce que vous êtes souvent parcouru de doutes? Est-ce que le doute fait partie de votre existence? Et si oui, quand vous doutez, est-ce que vous doutez plutôt de vous ou plutôt des autres? Alors, je vais vous répondre par... Je ne sais pas si vous connaissez la chanson d'Anne Sylvestre. Bah si, J'aime je la cite souvent. Qui doutent, et j'adore cette chanson. Ouais. Et elle dit tout dans cette chanson. Et heureusement qu'on a des doutes. Sinon, on serait quoi? On a beaucoup parlé de ça et d'elle parce qu'elle était très proche d'elle avec Anne Goscinny. Oui. Anne Goscinny, avec elle, on a parlé effectivement de cette chanson d'Anne Sylvestre. Et depuis, enfin pas que depuis, je la connaissais avant, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ce podcast. Ah, moi je l'écoute régulièrement. Voilà, les gens qui doutent. Pas que cette J'aime chanson-là. les gens qui doutent. J'aime les gens qui doutent. Elle a écrit une chanson que personne ne connaît sur la Shoah qui s'appelle Roméo et Judith. Ouais. Roméo et Judith, qui est absolument sublime, que personne ne connaît. Alors oui, j'ai des doutes, mais j'ai surtout des doutes depuis le 7 octobre. Je veux dire que je pense que le 7 octobre a pétrifié nos vies, en fait. A quelque chose nous a figés dans une sorte d'incertitude, de crainte, d'inquiétude. En tout cas, je pense, et je ne suis pas la seule, le 7 octobre m'a changé, oui. Et en fait, est-ce que c'est pas ça le pire? C'est le fossé. J'ai écouté il y a quelques jours une interview de Pascal Elbé. Oui. Qui expliquait ce fossé qui s'est créé entre lui, juif, etc., qui n'était pas forcément juif très pratiquant ni quoi que ce soit, mais entre lui et toutes sortes d'amis qui n'ont pas ressenti ce que nous, on a pu ressentir. Et qui nous comprennent pas. Quand je dis nous, je m'intègre parce qu'effectivement, je suis aussi comme vous, d'origine juive. Et en fait, c'est là qu'est la douleur. C'est qu'en fait, il s'est créé un fossé entre des gens qui ont trouvé ça, ok, triste, peut-être douloureux, etc., mais qui l'ont placé dans un contexte de guerre permanente depuis 80 ans, et en tout cas depuis au moins 60 ans entre Israël et les Palestiniens, et d'autres qui, comme nous, avons vécu ça comme une réplique très longtemps après de la Shoah, en fait. Oui. C'est en tout cas un fossé, je ne sais pas, mais une nette fissure, oui. Et moi, je l'ai vu sur Facebook, parce que j'ai un compte d'autrice et un compte perso. Et sur mon compte d'autrice, où j'avais 2000 ou 2500 amis, je ne sais pas, j'en ai perdu beaucoup. Beaucoup, non pas parce qu'ils étaient indifférents à ce qui se passait le 7 octobre, c'est ça, c'était pas de l'indifférence, mais je les saoulais en fait. Je me suis rendu compte que je les saoulais à poster tous les jours des choses sur le 7 octobre. Or, nous, on peut pas faire autrement. On est tous tellement impactés. C'est un exutoire. Oui, et puis on est tellement impactés. Tout a changé. Notre manière de voir l'avenir, de Moi, penser. je le vois aussi. Quand je publie quelque chose sur la Shoah ou sur le 7 octobre, il y a très peu de commentaires hors des gens qui sont déjà convaincus. Tout à fait. Par contre, quand je publie des bêtises ou des choses très futiles, et là, il y a beaucoup de réactions. Exactement, c'est fou. Quand je publie les fleurs de mon jardin, j'ai 3000 likes, et quand je parle des bibasses, je n'ai que les juifs. On peut considérer que les réseaux sociaux aussi ne sont qu'une partie de la réalité, une partie de nos vies. Et puis peut-être que ça va nous inciter à non pas filtrer, mais à être moins... Et puis, je dois dire, moi je constate une chose, moi qui voyage beaucoup, et notamment en province où je suis toutes les semaines, je vois que Paris n'est pas la France en fait. Et qu'en province, l'approche, l'écoute, la curiosité est complètement différente. Et parfois, je me trouve à des tablés le soir avec une dizaine d'enseignants ou de gens qui m'ont invité, et qui m'écoutent me raconter mon 7 octobre et raconter ma vie avec une telle bienveillance, tellement de compassion que je me dis, en fait, on se centre un peu effectivement sur les réseaux sociaux et tout ce qui se passe à Paris, dans les grandes villes, mais c'est pas la France, en fait. Et on a beaucoup, beaucoup de gens qui nous veulent énormément de bien, des non-juifs en province. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence?
Quel est le défaut où vous vous dites, bon, c'est embêtant, mais c'est pas grave, quoi. Je suis indulgent avec ça. Je suis indulgent avec quoi? Avec peut-être le manque de curiosité. Ah, expliquez-nous. Ouais. Le manque de curiosité, parce que justement, toujours pour en revenir à ce 7 octobre, je déteste les gens qui nous détestent, bien sûr. Je déteste les gens qui nous condamnent. Je déteste les gens indifférents. Mais je ne déteste pas ceux qui ne réagissent pas par manque de curiosité. Parce que je peux comprendre, je me dis à chaque fois, parce que justement pour en revenir à la province, parfois je me dis mais les gens ils ne sont pas au courant, ils n'écoutent pas la télé, les infos, en fait ils ne savent pas de quoi je parle. Et je me dis, mais moi par exemple, avec les massacres au Rwanda, qu'est-ce que j'ai publié sur les massacres au Rwanda? Je ne me sentais pas concernée. Vous savez, c'est comme le poème du pasteur, voilà, et quand ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Et donc, j'en veux pas aux gens qui manquent de curiosité. Je le déplore, je trouve que c'est triste, mais je peux pas leur en vouloir. Vous mettez ça sur quel compte? C'est pas un égoïsme, c'est un ethnocentrisme peut-être? Je sais pas, ou un ethnocentrisme. En fait, nous, en tant que juifs, alors je sais pas les autres justement, mais en tant que juifs, on est tellement, toute notre vie est tellement centrée sur ce qui nous arrive depuis 2000 ans, que peut-être on a oublié de regarder un peu ailleurs. Je sais pas. En même temps, beaucoup d'auteurs juifs, beaucoup de philosophes juifs, etc., ont parcouru, ont cultivé, ont creusé la question de l'universalisme, se sont intéressés à tous les combats. Ouais. On oublie, parce qu'il y a eu des Dieudonné, etc., qui ont fait passer les juifs pour des gens qui concouraient à l'esclavage, alors qu'en réalité, parmi les principaux opposants à l'esclavage et à l'esclavagisme, il y avait des juifs. Donc en réalité aussi, oui, c'est vrai qu'on peut nous reprocher, on peut reprocher aux juifs d'être... D'ailleurs, là, on parle de ça. On pourrait parler uniquement d'autres choses. Je pourrais vous questionner sur le bonheur sans évoquer le judaïsme, sans évoquer la Shoah, etc. Ce serait compliqué en ce qui me concerne, parce que toute votre œuvre tourne autour de ça. Mais les philosophes, les penseurs juifs, etc., de Yankelevitch à Lévinas, en passant par bien d'autres, ont tous tourné autour de la question de l'autre et de l'universalisme. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un mal de notre siècle, de ce 21e siècle? Mais carrément. Et en plus renforcé, voire par moments suscité par les réseaux sociaux, par l'espèce de magma avec des gens qui commentent sans curiosité, la curiosité dont vous parliez, sans curiosité, sans culture tout court, sans connaissance de l'histoire, sans recherche particulière, en se fiant uniquement à ce qu'ils entendent ou voient à la télé, voire pire, entendent et voient sur Internet, qui est souvent bardé de fake news et de gens qui n'ont pas de bonnes intentions en réalité, eh bien se permettent de juger, se permettent de critiquer, se permettent d'associer, de faire des associations terribles comme Israël égale nazi, génocidaire et compagnie. Mais je pense que les réseaux sociaux ont... au départ, moi je me disais, c'est formidable, parce qu'il y a le pire et le meilleur dans les réseaux sociaux, et moi je vais me servir du meilleur. Mais j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont exacerbé carrément le mauvais côté des gens, les mauvais penchants, les mauvaises intentions, comme si c'était le tremplin pour pouvoir exprimer et sa haine et son antipathie et ses idées complotistes. Et en fait, c'est un défouloir, un gigantesque défouloir, alors que ça pourrait être tellement autre chose, tellement autre chose. Alors, depuis le début, on n'est pas très... Voilà, on n'est pas très optimiste, on a l'impression qu'on plombe un peu là. Vous avez déjà vu un Ashkénaze optimiste? Oui, ça peut arriver, Bah, oui, il y a le fameux proverbe, la fameuse phrase de Billy Wilder que je cite souvent, qui est pendant la guerre, les juifs optimistes étaient à Auschwitz et les juifs pessimistes étaient à Hollywood. Mais oui, ça peut arriver qu'un Ashkénaze soit optimiste. Ou alors un moitié Ashkénaze comme moi, ça peut être optimiste. Ça peut être de temps en temps optimiste. Mais qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir, malgré tout? J'aurais vraiment du mal à me dire qu'est-ce qui me rendrait optimiste. Le retour de l'empathie, le retour de la culture et de l'éducation. Surtout, je pense qu'on a abîmé pas mal de générations
d'enfants qui sont pas éduqués. Moi, j'arrive dans des classes maintenant où les enfants de CM2 découvrent la Seconde Guerre mondiale. Souvent, c'est au programme, la Seconde Guerre mondiale, de programme de CM2, mais qui ont l'impression que ça se passe il y a 100 ans, hein, mais ça va être presque le cas, c'est vrai, mais qui n'ont aucune curiosité au départ, mais dès qu'ils lisent mes livres, dès qu'ils découvrent la vie d'un enfant juif, d'une petite fille juive, et où ce livre-là, Le Si long voyage, maintenant ils commencent à le découvrir, ils sont pleins d'empathie. Donc il suffit parfois de pas grand-chose pour générer cette empathie. Et c'est notre rôle à nous, les écrivains, parce que les survivants, comme Ginette Kolinka, ce sont les derniers à pouvoir témoigner physiquement. Alors c'est à nous de prendre le relais, et surtout à nous. On est un peu, vous dites, je suis connue, alors je suis très connue dans la littérature jeunesse, jusqu'à avoir été quand même décorée de la Légion d'honneur, donc ce qui n'est pas rien. Bravo. Mais je suis peu connue par les adultes. C'est pas très grave parce que c'est aux enfants que je m'adresse et c'est important que ce soit à eux que je fasse découvrir ce que je veux faire découvrir. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de mépris envers les auteurs jeunesse. Or, on est beaucoup d'auteurs et d'autrices jeunesse juifs et juives qui écrivons sur ce sujet-là. Et je pense que parfois, on ne met pas assez les projecteurs sur notre travail qu'on fait parce que c'est nous qui préparons les enfants de demain. C'est nous qui en faisons des adultes. C'est nous qui leur ferons des lecteurs surtout. Et que notre rôle est très important. Et c'est pour ça que je reste optimiste, parce que moi j'écris. Il n'y a pas un découragement, parce que le fait effectivement d'en avoir parlé, d'avoir écrit des livres, pas que des livres pour jeunesse. Hein, j'ai écrit qu'un seul livre pour adultes. Non, mais des gens comme Elie Wiesel, des gens comme Primo Levi, etc., des gens comme Jorge Semprún et d'autres ont beaucoup parlé de l'univers concentrationnaire, ou aujourd'hui Di Luca en Italie, etc. Et finalement, est-ce que ça a empêché le 7 octobre ? Est-ce que ça a empêché le génocide au Rwanda ? Est-ce que ça empêche les massacres partout dans le monde ? Est-ce que ça empêche ce qui se passe en ce moment en Ukraine ? Non, ça n'empêche pas parce qu'ils se sont adressés à des adultes. Ouais. Et que pour les adultes, c'est trop tard. D'accord. Et moi, mon optimisme à moi, c'est les enfants. Mais le problème, c'est que par exemple, là, vous contrebalancez, mais vous vous adressez essentiellement... Alors vous allez me dire, oui, je suis traduite et je suis adaptée dans d'autres pays du monde, etc. Mais on sait bien, par exemple, aujourd'hui, les enfants d'il y a 20 ans qui aujourd'hui combattent contre Israël du côté du Hamas sont des enfants qui ont été élevés dans la haine dans leurs livres pour enfants et dans leurs manuels scolaires. Donc comment contrebalancer ça, puisque c'est... Mais ces enfants-là n'ont pas lu mes livres. Non, mais bien sûr. J'imagine. Ces enfants-là. Oui, c'est pour ça que c'est l'éducation. Alors qu'il y a toute une génération qui a lu le journal d'Anne Frank. Ou le livre de... Comment ça s'appelle ? Vous m'avez cité Catherine Hérardi, de Ilsum. Etty Ilsum. Voilà. Oui. Mais surtout le journal d'Anne Frank. Oui. Je veux dire, il y a tellement de gens, tellement d'enfants qui ont lu le journal d'Anne Frank. Parce que la différence, je vais vous dire quelle est la différence. Les gens qui lisent, les générations qui ont lu le journal d'Anne Frank, c'est un livre qui se passe à une autre période qu'ils ne connaissent pas. Nous, ce qu'on fait, Rachel Oswater et moi essentiellement, c'est qu'on fait le parallèle entre aujourd'hui et la guerre. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement, à part Un si long voyage peut-être, aucun de nos livres ne se passe exclusivement dans les années 40. Il y a toujours un enfant, une transmission entre un grand-parent et un enfant, et à cet enfant d'aujourd'hui, ils peuvent s'identifier. Donc ils peuvent faire le lien en se disant, ben oui, finalement, nos grands-parents ont vécu ça. Donc, et encore une fois, pour revenir à l'optimisme, moi je pense qu'il n'y a que l'éducation. Alors, c'est pas gagné, parce qu'il y a des pays où l'éducation est complètement négative par rapport à tout ça, mais il faut pas se décourager. Même si j'ai eu un gros moment de découragement après le 7 octobre, et que je remonte pas à pas, très lentement, je me dis qu'il reste plus que ça, quoi, les livres et l'éducation. Mais on espère, et justement, puisqu'on est dans le domaine de l'espérance, qu'est-ce qu'on peut vous espérer pour vous dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureuse ? Qu'est-ce qui apporterait de l'eau à votre moulin ? Mais ce qui me rendrait heureuse, ce serait déjà un gros succès pour ce livre-là en particulier, même si j'ai eu déjà énormément de prix et de succès pour les autres. Mais ce livre-là, écrit après le 7 octobre, est extrêmement important pour moi et j'aimerais qu'il soit lu surtout par le plus grand nombre et qu'il y ait plein de débats et de rencontres que je puisse organiser avec des enfants non juifs essentiellement pour parler de tout ça. Est-ce que vous espérez qu'il soit adapté au cinéma ? Ah, c'est un livre qui ferait un très beau film, vraiment. Mais après, vous voyez par exemple La plus précieuse des marchandises, qui est devenu un très beau film. Magnifique.
Je ne crois pas qu'il ait un énorme succès. Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Et c'était un magnifique livre de Jean-Claude Grunberg. Exactement. Et c'est un très beau film de Michel Hazanavicius. Ouais. Qu'il faudrait projeter dans les collèges. Mais est-ce que projeter dans les collèges, pourquoi pas, mais sinon, est-ce que les gens, spontanément, quand ils vont au cinéma, on l'a vécu aussi par rapport à des films, par exemple, qui retraçaient la terrible histoire d'Ilan Halimi, c'est des films qui ne rencontrent pas un grand succès, parce qu'en fait, les gens vont au cinéma pour se changer les idées. Ils ont déjà tellement de drames à la télé ou sur Internet. Voilà. C'est tout à fait vrai, mais ces films-là, je trouve qu'on ne met pas assez l'accent sur les projections dans les écoles. C'est dans les collèges, c'est dans le cadre d'un cours d'histoire, c'est dans le cadre d'un cours d'éducation civique. Justement, je pense que le grand défaut, en général, alors je ne sais pas à qui l'imputer, c'est le manque d'intérêt pour la jeunesse, pour les enfants. Ce sont les acteurs de demain, ce sont à eux qu'il faut s'adresser, c'est à eux, qu'il faut questionner également, et ça ne se fait pas. Il y a toujours ce mépris pour la littérature de jeunesse et pour les enfants qui est très regrettable et qui est dommageable selon moi. Écoutez, Yael, on vous remercie vraiment d'être venu, d'avoir parlé avec votre cœur devant ce micro du Bonheur c'est les autres. Et on espère le meilleur pour vous et la meilleure carrière, le plus grand succès pour ce livre dont on rappelle le nom, Un si long voyage, qui est paru aux éditions Michel Lafon. Voilà, merci. Au revoir Yael. Au revoir Gérard.